Kylian Mbappé par exemple, interview aux Parisiens, on en a parlé tout à l'heure. Son petit frère Ethan lui demande s'il compte défendre un peu plus. Réponse, j'ai toujours été exigeant et je pense qu'il faut que je passe un step supplémentaire à ce niveau-là. C'est quelque chose qui est important pour les équipes et je dois le faire. Tout ça doit commencer par cette Coupe du Monde parce qu'on veut la gagner. Je suis prêt à bien faire les choses parce que je la veux à tout prix. Bon, on verra bien sur le terrain demain. Mais en tout cas, il n'est pas fou, le capitaine des Bleus, parce qu'il sait comment ça marche. Il serait d'accord avec notre pourquoi du jour. J'en suis convaincu. Pourquoi la défense fait gagner une Coupe du Monde? Eh ben oui, rien de mieux que de mettre le bus, enfin le quart, devant le but de Mike Maignan pour aller chercher la 3e étoile. Bon, tout ça, c'est un constat qui est quand même partagé par de nombreuses légendes du sport. Oui, j'en fais un peu des tonnes, mais c'est pas moi qui le dis, encore une fois. Dans nos recherches aujourd'hui, on a trouvé je ne sais combien de légendes du sport qui évoquent ce sujet. On en a retenu 3. On commence avec Michael Jordan. La défense fait gagner les championnats, c'est plus évident que jamais. Sir Alex Ferguson, l'attaque vous fait gagner des matchs, la défense vous fait gagner des titres. Et récemment dans l'équipe, par rapport à cette Coupe du Monde, le futur champion du monde sera l'équipe qui défendra le mieux, pas celle qui attaquera le mieux. Le football est ainsi, c'est signé Carlo Ancelotti. Regardez, il y a même une page Wikipédia, la défense permet de gagner des titres, c'est assez rigolo. Bon, il y en a un qui est convaincu de ça depuis toujours, c'est Didier Deschamps, bien évidemment. Il parlait encore de l'importance de faire preuve de solidité, c'était lors de l'annonce de la liste des 26. Je ne vais pas me dire, allez, on va tous à l'attaque et on ne défend pas. Le haut niveau, ça demande aussi d'être solide défensivement. Et à partir de là, quand on n'aura pas le ballon, même si je préfère qu'on l'ait plus que notre adversaire, on a cette capacité-là aujourd'hui. Donc quand on ne l'a pas, et d'être suffisamment solide. Alors, est-ce que ça se vérifie concrètement, tout ça? Eh ben oui, on s'est plongé dans les archives de la Coupe du Monde avec Arthur Girand et Pierre Crépu. Et globalement, l'équipe sacrée est une équipe solide. Alors il y a peut-être que l'Argentine en 2022 et dans une moindre mesure la France en 2018 qui ont concédé pas mal de buts, on va dire. Mais avant ça, tous les champions du monde jusqu'au bleu en 98, c'est du costaud, voire du très très costaud. L'Espagne, l'Italie, la France n'ont concédé que 2 buts en 7 matchs, c'est une sacrée prouesse. Et puis il y a un exemple qui est intéressant dans cette liste, c'est l'Espagne de 2010, parce qu'on a l'image d'une équipe flamboyante, offensive, le tiki-taka, Xavi, Iniesta, Torres, mais c'est surtout une équipe qui a gagné tous ses matchs 1-0 à partir des 8e de finale. Et oui, on rappelle qu'ils avaient inscrit 8 buts en 7 matchs au total, c'est quand même pas énorme. La Roja qui n'avait que le 12e meilleur ratio offensif dans cette compétition. En revanche, 2 buts encaissés seulement sur tout le tournoi, soit le plus faible ratio de toutes les équipes. Vous voyez, on dit toujours que la France 2018, elle était défensive. Et ben, elle a pris 3 fois plus de buts que l'Espagne en 2010. Et puis elle en a marqué 6 de plus. Les hommes mentent, Greg, mais pas les chiffres. C'est beau ça. Et qui dit grande défense dit grand gardien? Et oui, parce que regardez, on peut être champion du monde avec un attaquant, avec un avant-centre qui ne marque pas de but. Stéphane Guivarch en 98, Olivier Giroud en 2018. En revanche, il faut forcément un grand gardien, un peu un Jérôme Alonso, époque Paris Saint-Germain par exemple. On a été rechercher les 5 derniers gardiens champions du monde. Emiliano Martinez avec l'Argentine, monstrueux, à notre plus grand regret. En 2018 avec les Bleus, Hugo Lloris, il avait été exceptionnel pendant toute la compétition. En 2014, Manuel Neuer, lui, il avait carrément réinventé le poste, c'était un libéro un petit peu. Iker Casillas en 2010, il était à son top à cette époque, le gardien espagnol. Et évidemment, Gianluigi Buffon en 2006, là aussi pour notre plus grand malheur. Alors on a évoqué Hugo Lloris, je pense que tout le monde a en tête son arrêt face à l'Uruguay en 2018 lors du quart de finale de la France. Franck Raviot, entraîneur des gardiens de l'équipe de France, était déjà là et il s'en est souvenu à notre micro. Cet arrêt-là, il est particulier. C'est un geste totalement décisif, déterminant, ô combien important. À un moment crucial du match, si Hugo ne fait pas cet arrêt-là, eh bien l'Uruguay peut égaliser et revenir à la mi-temps avec un score de parité. Ce n'est pas la même chose. Hugo a fait une compétition de très très haut niveau et il a été l'un des maillons très très forts de la sélection qui a permis à l'équipe de France de gagner ce titre merveilleux de champion du monde. Mais la défense, c'est l'affaire de toute l'équipe. Oui, la phrase de l'immense et du regretté Johan Cruyff est plus que jamais d'actualité. Bien sûr, dans mon équipe, l'attaquant est le premier défenseur. Le PSG de Luis Enrique en est un très bon exemple avec Ousmane Dembélé. Et chez les Bleus, qui jouent désormais avec 4 joueurs offensifs, eh bien, l'importance des milieux défensifs, elle est absolument colossale. Et Manu Koné en a parlé, c'était il y a 2 jours, et c'est assez intéressant. Il faut avoir le juste milieu pour retenir l'équipe en équilibre. Donc je pense qu'on a toutes ces armes-là dans l'équipe. On est 5 milieux de terrain. On est prêt à défendre le pays pendant cette Coupe du Monde.
Défendre le pays, ce sont des mots forts. Assez beau quand même de Manu Koné, mais c'est vrai que la principale incertitude concernant l'équipe de France à l'heure actuelle, eh bien, c'est le niveau de sa défense qui n'a pas énormément rassuré lors des derniers matchs. Pas au top, regardez, les Français ont encaissé au moins un but lors de leurs 5 derniers matchs. Ils en ont pris 6 au total sur ces 5 rencontres. 6 buts concédés en 13 tirs cadrés seulement. Ils ont un peu donné l'impression, notamment contre l'Irlande du Nord, d'être mis en difficulté sur la seule incursion adverse. Et Désiré Doué avait reconnu des problèmes après le match, c'était au micro de Giovanni Castaldi et de Jérémy Janingro. Après, il y a toujours des choses à améliorer, des choses à corriger, notamment sur le plan défensif où je pense qu'on peut faire mieux à certains moments. Mais dans l'ensemble, on retient du positif quand même de ce match-là, c'est très bien. Quand vous parlez de l'aspect défensif, c'est la réaction peut-être à la perte, sortir plus pressé directement ? Oui, c'est un peu de tout. Il y a de ça, il y a aussi le pressing, la façon dont on va aller récupérer les ballons haut. Des fois, on est un petit peu désorganisé. Mais voilà, on commence à trouver nos automatismes ensemble, on s'entend très bien sur le terrain, donc il faut qu'on continue comme ça. Voilà, donc c'est un sujet et forcément depuis ce match, il y a eu des questions en conférence de presse, on évoque beaucoup tout ça. Manu Koné, lui, il était en conférence de presse, il avait un peu plus de recul et il a été un peu moins chaud, il a essayé de rassurer et même d'appeler à l'union sacrée. Mais je pense que quand même, on a su bien réagir aussi. Le plus important pour nous, sur ces 2 matchs-là, c'était de se préparer aussi pour le premier match de groupe. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie, il faut avoir confiance. Il faut que vous ayez confiance en nous aussi, et on a confiance en nous, pour qu'on aille tous dans la même direction pour le premier match. C'est important. Bon voilà, sur le papier, quoi qu'il arrive, les Bleus ont ce qu'il faut pour bien défendre. Mike Maignan est l'un des meilleurs gardiens du monde. Il est protégé par Saliba ou Upamecano, qui sont eux-mêmes protégés par Rabiot et Tchouaméni. Et puis, il ne faut jamais oublier d'où on vient. L'ADN, la défense, c'est l'ADN de l'équipe de France, surtout lors de ces grandes victoires. Merci beaucoup, Romain Aran. Moi, j'entends ça depuis que je suis gamin, que je regarde le sport de très haut niveau. Mais je vais prendre le contre-pied de votre pourquoi. J'ai attendu que vous finissiez parce que la stat que vous avez montrée en disant qu'il n'y avait que 2 buts encaissés à l'époque, puis après 4, puis 2, puis 2, puis 2, puis 4. Mais depuis 2 Coupes du Monde, ça évolue. 6, puis 8. Le PSG, ils gagnent, ils n'ont pas la meilleure défense des Ligues des Champions. Ils avaient la 11e défense de phase de poule. Ouais, ils ont une bonne défense. Mais je me demande, Karim, si, comme le dit le grand philosophe, le football, il n'a pas changé. Et que quelque part, ce qui était vrai pendant 50 ans ou 60 ans dans beaucoup de sports, qui était « je prends un but de moins », n'est pas devenu « je dois marquer un but de plus ». La dernière Coupe du Monde, c'était assez particulier parce qu'on était en pleine saison et que les joueurs étaient au top de leur forme. Donc les attaques ont pris le pas sur les défenses. Ce que vous dites sur le PSG, c'est très vrai, mais sur une saison entière. C'est-à-dire que ce qu'on a vu sur le PSG, il y a des matchs aller-retour, vous ne jouez pas de la même manière. Le Bayern, PSG, des demi-finales, c'est hallucinant ce qui se passe, le 5-4. Oui, mais parce qu'on sait qu'il y a un match retour, parce qu'on essaie de se qualifier. Là, sur un tournoi qui dure 1 mois, si vous n'avez pas la meilleure défense, vous ne pouvez pas la gagner. C'est quasi impossible. C'est-à-dire que il l'a très bien dit, Romain, les stats l'ont prouvé. Bon, quelqu'un d'autre l'aurait dit de la même manière aussi, mais même mieux peut-être. Ouais. Non, mais les stats, non, mais avec tout le respect. Les stats l'ont prouvé, mais on regardait 98, on remonte 98, on remonte dans les années. Mais ça a changé 80 avec 8 l'Italie. et 6, les 2 dernières fois, la France en prend 6. Ce qui pointe où il a raison, Karim, c'est-à-dire que le football de sélection n'est pas un contexte favorable à développer une animation offensive élaborée. Là où l'exemple que vous prenez en club, où c'est vrai, la Coupe du Monde en hiver profitait finalement des circuits. Il y avait beaucoup de joueurs de club qui évoluaient ensemble en sélection, qui évoluaient en club, profitaient des circuits qui étaient déjà mis en place en club. Mais là, aujourd'hui, au bout d'une saison éreintante, où il y a des circuits, on l'a vu, l'équipe de France est peut-être celle qui a le matos offensif le plus riche, et pourtant celle où les circuits sont les moins élaborés au moment d'entamer cette compétition. C'est pour ça que le socle, je pense, sur une compétition, vraiment le contexte national, en effet, moi je trouve que ça repose sur Elle le dit bien, mais j'aurais pas dit matos, moi. Ouais. Après, on se rend compte que Deschamps évolue aussi sur l'animation défensive et ce qu'il apporte à son équipe de France. Parce qu'on a regardé les 3 fois où Deschamps a atteint la finale de la Coupe du Monde ou d'un Euro. Donc il y a 2016, 2018 et 2022. Et plus ça va, chaque fois il y a le même nombre de matchs à disputer. 5 buts, 6 buts. Puis 7 en 2022, c'est-à-dire qu'on assume côté bleu, plus ça va, plus on encaisse de buts. Didier Deschamps est peut-être moins pragmatique sur l'aspect défensif et ça ne l'a pas empêché d'atteindre des finales de Coupe du Monde ou d'Euro au fur et à mesure du temps. Ça ne nous a pas échappé, on a un gardien de but et un défenseur sur le plateau. Je ne sais pas si ça vous réjouit ou si ça vous agace qu'on dise ça. Comment celui qui veut Benoît, allez-y. Pourquoi la défense fait gagner un mondial ? Moi, je pense que effectivement, une défense fait gagner un mondial. Parce que c'est tellement compliqué sur les derniers matchs, même de marquer des buts. On le voit, hein, tout le monde est... 3-3 dernière finale de Coupe du Monde. Oui, c'est exceptionnel. Mais on sent que malgré tout, on l'a vu avec l'Espagne. Ils sont champions du monde, ils marquent... Et il y a 16 ans. Ils marquent un but. Il y a 16 ans. J'ai l'impression d'être vraiment le... Personne ne veut me croire.
On est sur une fin de saison, Greg. Hein. Tout le monde va être fatigué. Là, il y a l'euphorie, l'adrénaline de début de Coupe du Monde. Donc, forcément, on peut tout donner parce qu'on a envie et tout. Et là, il y a encore plus de matchs. Il y a un 16e de finale en plus. Vous allez arriver quart de finale, demi-finale. Il y a toute la saison derrière. Il y a eu des blessures. Vous allez être arrivé fatigué. Et par moments, vous n'allez peut-être pas faire les efforts qu'il faudra. Et vous allez juste calculer le bon effort au bon moment. Alors que sur une saison au mois de février, vous allez peut-être tout donner sur un match. Donc effectivement, il faut avoir un socle défensif ultra costaud et ça permet aussi de rassurer une équipe. Parce qu'on l'a beau attaquer, mais si à chaque attaque, on prend un but, ça entame aussi le moral des attaquants. Alors c'est pour vous la patate chaude. Hein. C'était celui qui allait pas là en dernier, c'est pour vous. Jérôme Alonso, bonsoir. Bonsoir Grégory Hacher. Jérôme Alonso, est-ce qu'on a une défense pour être champion du monde? Est-ce que c'est une défense au top niveau mondial? Gardien, latéraux, centraux. Tout le monde a parlé des défenses. Et effectivement, vous voyez venir, je vais aller un peu sur le gardien. Est-ce qu'on a le gardien pour être champion du monde? Ma réponse est oui. Dans le tableau qu'a montré Romain, et j'irais même, je pousserais jusqu'à 98 Barthez et Bleu, et même 2002 sous-côté, c'est Dida, qui est un immense gardien. À l'époque, on sait que le gardien brésilien, on n'en parlait pas beaucoup à l'époque, mais Dida. Donc si tu veux, depuis 98 jusqu'à aujourd'hui, le gardien de l'équipe championne du monde était à l'instant T le meilleur gardien du monde. Tu les refais tous. Hein. Donc pour moi, Loris en 2018. C'est le principe, quand vous avez la meilleure équipe du monde, vous avez les meilleurs joueurs, il y a quand même beaucoup de chance, vous avez le gardien. Oui, mais par exemple, 3-3 la dernière finale de la Coupe du Monde. Mais qui fait pencher la finale? C'est l'arrêt de Martinez. Et Loris fait un match monstrueux. Loris, on en parlait tout à l'heure, Loris fait un match extraordinaire, mais l'arrêt dont tout le monde se rappelle, c'est Martinez. La claquette de Buffon sur la tête de Zidane. Je peux tous vous les sortir. Casillas à l'époque était un monstre. Neuer, 2014. Neuer est un monstre. Bon. Donc ça veut dire que même si ta défense, elle va prendre 2 ou 3 buts dans un match important, vous verrez que ce qui fera basculer la Coupe du Monde, ce sera le grand arrêt du grand gardien. Sur un tir au but, sur un penalty. Est-ce que l'équipe de France a ce gardien-là? Ma réponse est oui. Que ce soit au tir au but, Maignan est monstrueux. Et au niveau du jeu de gardien de but pur, Mike Maignan est aujourd'hui un des meilleurs du monde. Le meilleur du monde pour moi aujourd'hui, c'est Courtois. On en reparlera après, mais je ne pense pas que la Belgique puisse être parmi les vrais favoris de la Coupe du Monde. Néanmoins... l'Argentine, ils ont Martinez. Hein. Oui, voilà. Mais l'Espagne, les 3 gardiens de l'Espagne. Ils sont très forts, bien sûr. Mais la question de Greg, c'était... Pour moi, ils ne sont pas dans le bon ordre. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais la question de Greg était, si on prend la défense des Bleus avec son gardien... Est-ce que ces gens-là peuvent être décisifs dans les grands moments? Je pensais, pardon, vous avez raison, pas les gardiens. Mais parce que je savais que vous allez là-dessus. Mais moi, je parle des latéraux, je parle du dos de Saliba. Voilà, je parle de ça. Je me dis, est-ce que c'est assez qu'on a des meilleures charnières du monde? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, mais dans les noms qui citent, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas, qui avait des dénominateurs communs de 2018 ou 2022. Tu parles d'Emiliano Martinez, le courage et le vice. Qu'avait Lucas Hernandez quand il était à son prime en 2018, le courage et le vice. A-t-on ça maintenant? Qui l'incarne en tout cas? Et la défense, on me dit toujours que c'est un problème d'animation, pas que des joueurs. Non, mais donc, est-ce qu'on a tout ça? C'est-à-dire qu'en fait, on a des très bons défenseurs, mais l'animation défensive, moi, je ne suis pas rassuré à 100%. C'est-à-dire que quand vous avez les deux milieux de terrain devant la défense, aujourd'hui, moi, même si je trouve que Rabiot et Tchouaméni sont d'excellents joueurs, ils ne m'ont pas rassuré défensivement dans leur animation et leur repli défensif face à l'Irlande du Nord ou le match juste avant également en préparation. Donc, moi, honnêtement, c'est juste ça, c'est sur ce point-là. Et c'est pour ça que je me dis que Deschamps n'hésitera pas à changer comme il l'a fait en 2016, comme il l'a fait en 2018, comme il l'a fait en 2022. Souvenez-vous, la défense qui attaque en 2018, ce n'est pas la défense qui termine. Sûr. Alors ma question, mais est-ce que la France a la meilleure... Kylian Mbappé a dit, je vais plus défendre. J'ai pris conscience. Il a dit ça, là. Là, il ouvre dans l'interview, il répond son frère est malin. Hein. Il lui dit, tu vas plus défendre. Il répond, oui, j'ai pris conscience. Aujourd'hui, le foot, je veux la ramener, je veux la gagner. Donc effectivement, ce qui est certain, c'est que ce système a 2 milieux purs et 4 offensifs. Tu vas être obligé d'avoir des gros efforts des 4 devant. Comme vous, à mon avis, milieu de terrain et attaquant. On met la petite pièce quand même que sur le tour d'après les phases élimination directe, qu'il y a un milieu de terrain qui s'ajoutera. Moi, je vous mets une pièce. Moi, je crois que je vous mets une pièce. Moi, je pense que ça dépendra des prestations de Doué. S'il est capable d'être milieu de terrain attaquant, c'est lui qui fera le Matuidi Rabiot de l'époque. Moi, je pense que c'est un joueur en particulier qui pourrait tirer son épingle du jeu. En fait, on pourrait s'amuser à ce que je vous demande vos compos à toutes et à tous à partir des 8e de finale, si on passe les 16e. Non, 8e, je dis 8e. Non, 16e, j'ai envie d'être un petit peu. Mais est-ce qu'on est d'accord qu'on a élimination directe mais est-ce qu'on est d'accord qu'on a quand même une des meilleures charnières du monde? Ça oui.
Oui, mais là, quand elle est à 100%. Saliba a mal au dos. Quand elle est à 100%. Moi, c'est Saliba, il a pas mal au dos. Je vous dis, franchement, je parle même pas de, il n'y a même pas de débat. Mais là, le problème, c'est que Saliba a mal au dos. En plus, on commence à. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on commence à le laisser aux soins. Il ne s'entraîne pas. Oui, on le préserve. JT, c'était pareil. Oui, mais on a vu la fin de carrière. Benoît pourrait être titulaire en équipe de France aujourd'hui. C'est ça qui m'inquiète. Les latéraux, personne n'en parle, mais il va falloir qu'ils haussent aussi un peu le niveau de jeu. Si je dis que Benoît peut être titulaire, quand même, j'en parle. J'exagère, mais cela dit, je vais être tout à fait honnête, parce que là, l'ironie, on peut m'accuser même de sarcasme. Arrêtez, c'est qu'en 2018, j'avais des doutes sur les latéraux. Bon, ils m'ont fait fermer leur bouche et je voyais pas Pavard et Hernandez être aussi bons. À la limite, c'est plus le côté, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est plus le côté physique de Théo Hernandez. Pourtant, Dieu sait que j'adore ce joueur, parce que lorsqu'il était à Milan, il était incroyable, surtout les premières années. Mais là, on voit qu'offensivement, il monte. Mais après, pour revenir, on voit que c'est compliqué. Il tire un peu la langue. C'est-à-dire ce qui va se préparer, ce qui va être prêt là. Si Doué ne fait pas les efforts, mais à un moment, Doué, il ne va pas faire les efforts pour les 4 de devant. À un moment donné, il va se dire, je suis bien gentil, je suis jeune. Mais si Doué, à un moment donné, il commence à avaler la trompette, il ne peut pas faire les efforts, et que Théo Hernandez, il a du mal à revenir, ce n'est pas les deux à chaque fois qui vont les Cadines contre l'Irak ou contre la Norvège. Exactement. Les latéraux, c'est le poste qui a le plus changé. Enfin, tu ne me diras pas le contraire. Et c'est-à-dire qu'en fait, en club, tu as tellement une alchimie souvent entre ton offensif droit et ton arrière droit que c'est très très dur. C'est pour ça que certains réclament Zaïre Emery, mais on leur répond il ne joue pas comme au PSG en équipe de France. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est un poste qui a le poste, je pense, des 10 joueurs de champ qui a le plus changé, qui a le plus évolué. Et donc forcément, en sélection, est-ce que tu vas pouvoir retrouver cette alchimie-là? Est-ce que les défenseurs défendront vraiment? Est-ce qu'ils voudront aller offensivement? On saura peut-être dès demain. On aura déjà un élément de réponse. Là, c'est une très belle attaque. Merci Romain Aron, merci Arthur Jean, Baptiste Gauthier.